Bienvenue. La question qu'on se pose aujourd'hui, elle est vertigineuse. Comment est-ce que nous, Homo sapiens, Mhm. une espèce de primate, au fond pas si impressionnante que ça au départ, on a fini par dominer la planète entière? C'est la question à 1 million, oui. Pour explorer cette histoire, on va s'appuyer sur un livre qui a fait un bruit énorme. Sapiens, une brève histoire de l'humanité de Yuval Noah Harari. Un véritable phénomène. Notre objectif, c'est vraiment de comprendre les grands tournants, les révolutions qui ont tout changé. Pas seulement notre monde matériel, mais aussi. Exactement, notre façon de penser, de coopérer, et même, je dirais, nos angoisses. On imagine souvent notre histoire comme une ligne droite, une ascension glorieuse. Le progrès inévitable. Voilà. Mais l'auteur nous invite à voir les choses de façon plus complexe. Et pour commencer, il s'attaque à une idée très ancrée. On a toujours été seul. Et ça, c'est sans doute la première illusion à faire tomber. Ah oui. Ah oui, il y a 100 000 ans, la Terre était bien plus cosmopolite, humainement parlant. Il y avait au moins 6 espèces d'humains qui cohabitaient en même temps. 6 espèces? 6, au minimum. On connaît bien les Néandertaliens en Europe, mais il y avait aussi l'Homo erectus en Asie, d'autres espèces sur les îles en Indonésie. Bref, on était une espèce parmi d'autres. D'accord. Notre solitude actuelle, le fait qu'il ne reste que sapiens, c'est une anomalie. Et comme le suggère Harari, une anomalie peut être un peu suspecte. Alors, si on n'était pas si spéciaux, qu'est-ce qui a fait la différence? J'imagine la réponse la plus évidente. Notre gros cerveau. C'est ça l'avantage décisif. C'est ce qu'on pense tous, hein. Mais Harari, tout de suite, il nous met en garde. Un gros cerveau, c'est un fardeau. Un fardeau. Un fardeau énergétique immense. Il représente à peine 2 ou 3% de notre masse, mais il consomme 25% de l'énergie du corps quand on est au repos. Un quart de notre énergie juste pour le cerveau. C'est dingue. C'est énorme. Et pendant près de 2 millions d'années, nos ancêtres ont eu ce cerveau coûteux sans que ça leur donne un avantage majeur. Ils restaient au milieu de la chaîne alimentaire. Il chassait et se faisait chasser, quoi. C'est ça. Le vrai tournant, ce n'est pas la taille du cerveau. C'est ce qu'on a appris à en faire. Et ça, le livre l'appelle la révolution cognitive. La révolution cognitive, d'accord. Et ça consiste en quoi exactement? C'est l'apparition du langage? Oui, mais pas n'importe quel langage. Ce qui est fascinant, c'est sa thèse sur ce qui rend notre langage unique. Bien sûr, il permet de crier «Attention à un lion», ça, d'autres animaux le font. D'accord. Mais la première hypothèse, et elle est assez savoureuse, je trouve, Ah oui, c'est ce qu'il appelle la théorie du commérage. le commérage, les ragots. Exactement, les ragots. Notre langage aurait évolué pour nous permettre de parler des autres. Qui est fiable, qui triche, qui couche avec qui, c'est une information sociale cruciale pour survivre en groupe. C'est brillant et un peu déprimant à la fois. Les pages people des magazines auraient donc des racines anthropologiques très profondes. Tout à fait. Et cette capacité à gérer des relations complexes a permis de former des groupes plus grands, plus stables, jusqu'à 150 individus environ. D'accord, 150. Mais au-delà de ce seuil, sans le commérage, l'ordre social s'effondre. Et 150 personnes, ça ne suffit pas pour conquérir le monde. Il fallait autre chose. Il fallait un autre niveau. Et c'est là qu'intervient la deuxième théorie, la plus importante, Qui est notre capacité à parler de choses qui n'existent pas, de fiction. de fiction. Un singe peut dire «attention, un lion». Hmm. Un humain, lui, peut dire «le lion est l'esprit protecteur de notre tribu». Hmm. Cette phrase décrit une chose qui n'a aucune réalité physique. L'esprit du lion, il n'existe que dans l'imagination collective des gens. C'est ça notre super pouvoir. Attendez, là je veux être sûr de bien comprendre. Comment est-ce qu'un truc qui n'existe pas, un esprit de la tribu, peut avoir un effet aussi concret que de mieux survivre? Le lien pratique, il est où? Le lien, c'est la coopération à grande échelle. C'est cette capacité à croire en des mythes communs qui permet à des milliers, Des millions même? oui, des millions d'inconnus de collaborer efficacement. Prenez l'exemple moderne qu'il donne, l'entreprise Peugeot D'accord. ou Peugeot SA. Vous pouvez visiter les usines, voir les voitures, rencontrer les employés, mais l'entreprise elle-même, l'entité juridique, elle n'a pas de corps. C'est une fiction, une réalité imaginaire. Une histoire qu'on se raconte. Une histoire, voilà, qui n'existe que parce que des millions de gens, des avocats aux clients, croient en son existence. Et c'est cette croyance qui permet à 200 000 personnes qui ne se sont jamais vues de bosser ensemble. Les États, les religions, l'argent, ce sont tous des mythes de ce genre alors.
Précisément, ce sont les histoires que nous nous racontons et qui structurent nos sociétés. Et une fois que Sapiens a maîtrisé cet art de la fiction, il est devenu inarrêtable. Alors, avec cette nouvelle capacité à coopérer par millions, on a dû construire un paradis sur Terre, non? C'est la suite logique, la grande envolée. On pourrait le croire. Et c'est justement là que Harari nous prend complètement à contre-pied. Pour lui, la révolution suivante, l'agriculture, Oui, est peut-être la plus grande escroquerie de l'histoire. une escroquerie. Le mot est très fort. Sans l'agriculture, pas de ville, pas de science. C'était un mal nécessaire pour le progrès, non? L'argument, c'est de changer de perspective. Pour l'espèce Homo sapiens, en tant que collectif, c'est un succès. La population a explosé. D'accord. Mais si on se place du point de vue de l'individu moyen, le tableau est beaucoup plus sombre. Le chasseur-cueilleur travaillait sans doute moins, avait une alimentation bien plus variée et était moins exposé aux famines ou aux épidémies. Donc le fermier travaillait plus dur pour vivre moins bien. C'est exactement l'idée. Il travaillait du matin au soir, le dos cassé, pour une seule plante, le blé par exemple. Une alimentation pauvre, un travail répétitif. Voilà. Et tout ce surplus de nourriture n'a pas servi à avoir une vie plus confortable, mais à nourrir plus d'enfants qui devaient travailler encore plus dur et à entretenir une petite élite qui, elle, ne travaillait pas la terre. C'est un piège en fait. C'est un piège qui s'est refermé sur nous. Une fois qu'un groupe s'est sédentarisé, la population a augmenté et tout retour en arrière est devenu impossible. Et j'imagine que cette perspective, elle s'applique aussi aux animaux qu'on a domestiqués. Le livre est assez dur là-dessus. C'est une perspective terrible, oui. Du point de vue de l'évolution, le poulet est un succès incroyable. Il y en a des milliards. C'est l'oiseau le plus répandu. De loin. Mais du point de vue de la souffrance individuelle, c'est une catastrophe absolue. Harari compare un rhinocéros sauvage, libre mais en voie de disparition, à un veau de batterie qui passe sa courte vie dans une cage minuscule. Pour que sa viande soit plus tendre. C'est ça. Le succès statistique de l'espèce n'est aucune consolation pour la souffrance de l'individu. D'accord. Donc on a des millions de fermiers sédentaires, malheureux, entourés d'animaux malheureux. Comment est-ce qu'on fait pour que tout ce monde obéisse à une poignée de rois et de prêtres? Il faut des fictions encore plus puissantes. Exactement. Il faut ce que Harari appelle des ordres imaginaires, des mythes à grande échelle pour justifier les hiérarchies. Il prend l'exemple du code d'Hammurabi, à Babylone. Il y a presque 4000 ans. Oui, ce code grave dans la pierre une hiérarchie. Les nobles, les roturiers et les esclaves. Si un noble crève l'œil d'un autre noble, on lui crève un œil. Mais s'il crève l'œil d'un roturier, Il paye juste une amende. exactement. Et encore moins pour un esclave. La valeur d'une vie humaine dépend d'une fiction sociale, d'une caste. C'est ça. Et ce qui est crucial, c'est de comprendre que ces hiérarchies riches-pauvres, hommes-femmes, castes, ne reposent sur aucune réalité biologique. Ce sont des constructions de l'histoire, Maintenu par des mythes. maintenues par des mythes, et d'ailleurs, il fait un parallèle très provocateur avec la Déclaration d'indépendance américaine qui affirme que tous les hommes sont créés égaux. Ah, D'un point de vue purement biologique, c'est faux. L'évolution est fondée sur la différence, pas sur l'égalité. donc l'égalité ou les droits de l'homme, c'est une autre de ces fictions Foucault. Une fiction utile qu'on se raconte pour faire fonctionner la société. C'est précisément l'argument. C'est un mythe qui vient en partie du mythe chrétien de l'âme égale devant Dieu et qui nous permet de construire une société plus juste. Mais ça reste une construction de notre imagination. D'accord. Et pour faire commercer tous ces empires, toutes ces religions qui se détestaient, il a fallu une fiction encore plus universelle. L'argent. L'argent. C'est une révolution purement mentale. Le troc, c'est un cauchemar. Si je fais des chaussures, il faut que je trouve quelqu'un qui a besoin de chaussures et qui a des pommes. Exactement. L'argent résout ça. C'est un intermédiaire universel. C'est le système de confiance le plus efficace jamais inventé. Vous et moi, on ne se connaît pas, on n'a peut-être aucune croyance en commun, mais on a tous les deux confiance dans la valeur de ce billet. C'est le seul mythe que tout le monde accepte en fait. Le système le plus tolérant qui soit. C'est sa force. L'argent, les empires et les religions ont été les trois grands unificateurs de l'humanité. Mais pendant des millénaires, le changement restait assez lent. Et puis, il y a 500 ans, tout s'accélère de façon exponentielle. Quel est le nouveau moteur? La révolution scientifique. Et là encore, Harari propose une idée paradoxale. Il dit que la révolution scientifique n'a pas été une révolution du Ah savoir. non, Non, mais une révolution de l'ignorance. de l'ignorance. Alors là, c'est complètement contre-intuitif.
La science, c'est l'accumulation de savoir, non? Oui, mais elle part d'un postulat radicalement nouveau. Avant, toutes les grandes traditions, que ce soit le christianisme, l'islam, le confucianisme, partaient du principe que tout était déjà écrit, Exactement. que tout ce qui était important de savoir était déjà connu, dans les textes sacrés, chez les anciens. La science moderne, elle, est fondée sur l'admission inverse. Le mot latin ignoramus. Nous ne savons pas. D'accord, je vois. C'est l'humilité de dire on ne sait pas tout, qui ouvre la porte au progrès. C'est ça. C'est cette reconnaissance de notre ignorance qui nous pousse à observer, à expérimenter, à chercher. Et ça a eu des conséquences immenses, très vite. Surtout quand ça s'est combiné avec l'impérialisme, j'imagine. Oui, le mariage entre la science et l'empire. L'expédition de James Cook dans le Pacifique est un cas d'école. Officiellement, il partait observer le transit de Vénus. Une mission astronomique. Voilà. Mais son navire était rempli de botanistes, de zoologistes. Ils ont cartographié des îles, découvert des milliers d'espèces et surtout, ils ont recueilli des infos stratégiques qui ont permis à l'Empire britannique de s'étendre. La soif de savoir et la soif de pouvoir qui se nourrissaient l'une l'autre. L'une n'allait pas sans l'autre. La science offrait les outils, l'Empire offrait les financements. Et cette quête nous mène aujourd'hui à une ambition folle. Harari l'appelle le projet Gilgamesh. En référence au roi sumérien qui voulait vaincre la mort. Vaincre la mort. La science qui s'attaque à la mort elle-même. Et ce n'est plus de la science-fiction. Non, clairement pas. Pour la science, la mort n'est plus une fatalité, c'est juste un problème technique. Très complexe, bien sûr, mais un problème qui, en théorie, a une solution technique. Et c'est là le point culminant. C'est le point culminant. Parce qu'avec le génie génétique, l'IA, les cyborgs, on est sur le point de remplacer la sélection naturelle par notre propre dessin intelligent. On commence à pouvoir pirater les lois de la vie. Et c'est là qu'on arrive au mythe de Frankenstein, la peur de créer un monstre qui nous échappe. Oui, mais il suggère que la vraie question est peut-être plus dérangeante. Le problème, ce n'est pas «et si on échouait et qu'on créait un monstre?». Le vrai problème, c'est «et si on réussissait?». Et si on réussissait? Si on parvenait à modifier Homo sapiens au point qu'il ne soit plus Homo sapiens, si on créait un être réellement supérieur, avec des capacités qu'on ne peut même pas imaginer, Comment est-ce qu'il nous regarderait? probablement comme nous, on regarde les Néandertaliens, avec un mélange de curiosité et de condescendance. C'est une pensée, oui, vertigineuse. Pour conclure alors, que retenir de cette immense fresque? On part d'un primate insignifiant qui fait des commérages au coin du feu. Pour arriver à une espèce qui veut pirater son propre code biologique pour devenir immortelle. On est passé d'un animal sans conséquence à des dieux autoproclamés. C'est ça, capable de créer et de détruire la vie. Mais la conclusion de Harari est très troublante. On est plus puissant que jamais, mais on semble aussi plus insatisfait et irresponsable que jamais. On ne sait absolument pas quoi faire de ce pouvoir. Et la pensée finale qu'il nous laisse à méditer? C'est une question qui pèse sur notre génération, qui est peut-être la dernière de l'histoire de l'Homo sapiens. La question n'est plus que voulons-nous faire, mais une question bien plus angoissante. Que voulons-nous devenir? Que voulons-nous vouloir? Que voulons-nous devenir? Et il n'y a rien de plus dangereux, conclut-il, que des dieux insatisfaits et irresponsables qui ne savent pas ce qu'ils veulent.